Plus d'un demi-siècle après que Guy Williams ait captivé les téléspectateurs avec ses rôles emblématiques, l'acteur et les personnages qu'il a incarnés continuent d'être chéris par des générations entières. Né Armando Joseph Catalano le 14 janvier 1924 dans le quartier de Washington Heights à New York, Guy Williams grandit dans un environnement marqué par la pauvreté au sein d'une famille d'origine italienne. Ses parents, Attilio Catalano, un courtier en assurance, et Clara Arcara Catalano, originaire de l'Ercara Fridi en Sicile, luttaient pour joindre les deux bouts au moment de sa naissance. Attilio était le fils d'un riche exploitant forestier de Messine qui avait investi dans des terres au New Jersey, mais la famille vivait dans des conditions modestes. Ce contexte humble a forgé le caractère de Guy, qui, dès son jeune âge, excellait en mathématiques à l'école publique 189. Par la suite, il fréquenta le lycée George Washington, où il travaillait sporadiquement dans une fontaine à soda pour contribuer aux finances familiales. Son parcours éducatif se poursuivit à l'Académie militaire de Peekskill, où il se distinguait par son enthousiasme pour le football américain et les échecs, des activités qui développaient à la fois son physique et son esprit stratégique. Aspirine à une carrière d'acteur, motivé par son apparence avantageuse, mesurant 1,90 m avec un charisme naturel, Guy déçut sa mère, qui espérait le voir suivre les traces de son père dans le secteur des assurances. Clara devint plus tard cadre dans une société de films étrangers, mais à l'époque, la famille voyait d'un mauvais œil cette vocation artistique jugée instable. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Guy contribua à l'effort de guerre en occupant divers emplois, soudeur, comptable des coûts et inspecteur de pièces d'avion. Ces expériences l'endurcirent et lui apprirent la valeur du travail acharné. Après la guerre, il prit un poste de vendeur au département des bagages chez Wanamaker, mais son ambition le poussa à envoyer ses photos à une agence de mannequins. Son attrait photogénique lui valut rapidement du succès. Ses images apparurent dans les journaux, les magazines comme Harper's Bazaar, sur des panneaux d'affichage et même sur des couvertures de livres. Sur les conseils de son agent Henry Wilson, il changea son nom en quelque chose de plus américain, passant de Guido Armando à Guy Williams, après qu'un réalisateur eut jugé son nom original trop ethnique. Comme le souligne l'historien Geoffrey Mark, les gens qui l'ont rencontré au début de sa carrière lui ont dit que même une version anglicisée de son nom italien était trop ethnique. C'était acceptable d'être sexy, sombre, avec un regard brûlant, mais pas de paraître non américain. C'était l'esprit de l'époque. En 1946, Guy signa un contrat d'1 an avec Metro-Goldwyn-Mayer et déménagea à Hollywood. Son premier rôle notable fut celui du bombardier de l'Enola Gay dans le docudrame The Beginning or the End, qui relatait le développement de la bombe atomique. Cependant, ses apparitions cinématographiques restèrent limitées, et il retourna bientôt à New York. C'est lors d'un voyage de tournage publicitaire pour des cigarettes, en skiant, qu'il rencontra Janice Cooper, un mannequin de l'agence John Robert Powers. Ils tombèrent amoureux pendant les longues séances photos et se marièrent le 8 décembre 1948, peu après leur retour à New York. Le couple eut 2 enfants, Guy Steven Catalano, connu sous le nom de Guy Williams Jr. Et Antoinette Catalano, connu sous le nom de Tony Williams, qui tous deux poursuivirent des carrières d'acteurs. En 1950, Guy participa à la création de certaines des premières publicités télévisées aux États-Unis, marquant ses débuts dans le médium qui le rendrait célèbre. Tragiquement, son père décéda en 1951 sans avoir vu son fils atteindre la gloire. En 1952, Guy signa un nouveau contrat d'1 an avec Universal International et revint à Hollywood. Sa carrière prit de l'ampleur avec une apparition dans un épisode de The Lone Ranger, où il joua un shérif de ville. Ses premières expériences variées, du mannequinat à la comédie, en passant par la télévision et le cinéma, posèrent les bases de ses rôles iconiques. Comme le détaillait un profil du Orlando Evening Star en 1965, il a commencé au Neighborhood Playhouse de New York et est apparu dans des productions de compagnies théâtrales de la côte Est. C'est son travail à l'atelier d'acteurs de CBS à New York qui l'a conduit à son premier rôle à la télévision, une petite partie dans un drame de Studio One. Cela lui a valu un test d'écran et finalement un contrat avec Universal International. Ce contrat lui offrit environ 20 petits rôles dans des films, sans percée significative. À la fin de son contrat, il quitta Universal mais fut persuadé d'auditionner pour le rôle du héros masqué Zorro dans la série télévisée de Disney. Avant cela, de 1951 à 1957, il accumula des rôles secondaires dans des films comme un opérateur radar non crédité dans The Day the Earth Stood Still, Ronald Calquin dans Bonzo Goes to College, et d'autres tels que The Mississippi Gambler, Take Me to Town, Holy Desire, The Man from the Alamo, The Golden Blood, Seven Angry Men, Sincerely Yours, The Last Frontier,
et Officer Chris Stanley dans He Was a Teenage Werewolf. En 1953, un accident grave tombant d'un cheval et traîné sur plus de 200 yards où lui laissa une cicatrice à l'épaule gauche, l'obligeant à retourner à New York pour du mannequinat et des rôles freelance chez Allied Artists et Warner Brothers. Guy Williams était réaliste face au show business, contrairement à de nombreux acteurs qui dilapidaient leurs gains en manoirs extravagants, comme l'observe l'historien Geoffrey Mark. Beaucoup d'acteurs gaspillent leurs gains en s'achetant des manoirs. Puis réalisent une fois les saisons terminées qu'ils ne peuvent plus se le permettre. C'est là qu'ils commencent à tout vendre. Guy, lui, investit sagement, faisant fructifier son argent pour assurer son indépendance financière. Cette prudence financière le distinguait dans un milieu volatile, où les carrières pouvaient s'effondrer du jour au lendemain. Son entrée dans le mannequinat et les publicités n'était pas seulement un tremplin, c'était une stratégie pour bâtir une stabilité. Par exemple, ses apparitions dans des campagnes pour des cigarettes ou des produits de consommation courante lui permirent de se faire remarquer par des agents influents. Henry Wilson, connu pour avoir lancé des stars comme Rock Hudson et Tab Hunter, vit en Guy un potentiel latin lové adapté à l'ère post-guerre, où Hollywood cherchait à diversifier ses héros tout en évitant les stéréotypes ethniques trop marqués. Le changement de nom fut une concession douloureuse mais nécessaire, reflétant les préjugés de l'époque contre les origines immigrées. Au-delà de ses rôles mineurs, Guy s'impliqua dans des productions théâtrales à New York, affinant son art au Neighborhood Playhouse, une institution renommée pour former des acteurs comme Gregory Peck. Ces années formatrices furent cruciales, lui apprenant la discipline et la polyvalence. Son travail à l'atelier CBS le propulsa vers la télévision, un médium en pleine expansion dans les années 1950, avec des émissions en direct qui exigeaient une improvisation rapide. Son premier rôle dans Studio One fut modeste, mais il démontra son charisme naturel, menant à son contrat avec Universal. Là, il apprit les rouages d'Hollywood, les longues heures sur les plateaux, les rivalités entre acteurs et l'importance des réseaux. Ses rôles dans des westerns comme The Golden Blood, où il jouait un prince arabe, ou des drames comme All I Desire le préparèrent à des personnages héroïques, combinant action et romance. Un accident en 1953, lors du tournage d'un western, non seulement le blessa physiquement mais renforça sa détermination, le poussant à retourner à New York pour se réinventer. C'est cette résilience qui attira l'attention de Walt Disney, cherchant un Zorro charismatique. Guy auditionna avec un accent espagnol prononcé, qu'il atténua progressivement sous les conseils de Disney lui-même, qui le tapotait sur l'épaule pour ajuster. « Peux-tu l'atténuer un peu, Guy ?» Ce processus illustre comment Guy s'adaptait, transformant des obstacles en opportunités. Ses débuts modestes, marqués par la pauvreté et les emplois variés, contrastent avec sa montée fulgurante, soulignant que le succès n'était pas un hasard mais le fruit d'une persévérance inébranlable. Guy Williams devint une star internationale grâce à son rôle dans la série Zorro de Disney, diffusée de 1957 à 1959. Comme dans les histoires originales de Johnston McCulley et les films avec Douglas Fairbanks ou Tyrone Power, l'intrigue se déroulait à Los Angeles en 1820, sous la Californie espagnole, juste avant l'indépendance mexicaine. Zorro, alias Don Diego de la Vega, aidait les colons hispaniques et les peuples autochtones opprimés par des tyrans. Avec son allure séduisante, sa taille imposante et ses compétences en escrime, entraîné par le champion belge Fred Cavant, qui avait formé Fairbanks, Flynn et Power, Guy était parfait pour le rôle. Il apprit aussi la guitare avec Vicente Gomez. Walt Disney l'interviewa personnellement, lui suggérant une moustache, et lui offrit 2500 $ par semaine. La série ABC débuta le 10 octobre 1957, produisant 78 épisodes d'une demi-heure sur 2 saisons, plus 2 films compilés, The Sign of Zorro et Zorro the Avenger. Le thème musical de Norman Foster et George Brun, chanté par The Mellomen, atteignit la 17e place au hit parade. Et la série fut un succès instantané, grâce à son style narratif unique. Chaque épisode se terminait sur un cliffhanger, incitant les spectateurs à revenir, un format précurseur des séries streaming modernes. Diffusée sur ABC, elle généra de nombreux produits dérivés, des jouets aux bandes dessinées. Cependant, dès 1958, Guy craignait d'être typecasté. Le public et les producteurs ne le voyaient que comme Zorro. Comme il le confia au Longview Daily News, « Quand je ne suis pas Zorro, je suis Diego. C'est comme travailler dans un film que vous ne finissez jamais. Vous ne pouvez rien conclure en tant qu'acteur. » La situation s'aggrava avec un conflit entre Disney et ABC en 1959. Disney exigeait plus d'argent pour de nouveaux épisodes, ABC refusa, menant à une bataille juridique. Guy, sous contrat, ne pouvait travailler ailleurs mais recevait son salaire.
La série s'arrêta, mais 4 épisodes spéciaux d'1 heure furent diffusés dans Walt Disney Présent. Guy apparut aussi en guest dans The Ford Show, starring Tennessee Ernie Ford le 5 mars 1959. Malgré le succès, Guy resta réaliste financièrement, investissant ses gains pour éviter les pièges du show business. Geoffrey Marc note, Guy était en très bonne forme, avec un visage que seul Dieu peut vous donner, mais à cause d'un accident, il avait une grande cicatrice sur l'épaule, ce qui explique l'absence de photos de lui torse nu. Bien que Zorro l'ait propulsé au rang de star, à une époque où des acteurs comme Tab Hunter et Rock Hudson dominaient, la combinaison du personnage, de la production Disney et de la diffusion ABC le rendit mondialement connu. Son accent espagnol évolua, j'ai auditionné avec un fort accent espagnol, sachant que je pourrais l'atténuer plus tard plutôt que de commencer léger et d'en ajouter, expliqua-t-il à Starlog. Walt Disney ajusta personnellement, un jour, j'ai terminé le tournage et Walt ne m'a pas tapoté sur l'épaule, c'est là que j'ai su que j'avais trouvé le bon accent. Zorro n'était pas seulement une série d'action, elle portait des thèmes de justice sociale, Zorro défendant les opprimés contre les autorités corrompues. Guy apporta une profondeur au personnage, alternant entre le dandy efféminé Diego et le vengeur masqué, une dualité inspirée des versions antérieures mais modernisée pour la TV. Les duels d'escrime, chorégraphiés avec précision, devinrent légendaires, Guy s'entraînant des heures pour authentifier les scènes. La série influença la culture pop, inspirant des parodies et des hommages. Après l'annulation, Guy explora d'autres avenues. En 1962, il tourna Damon and Pythia en Italie et Captain Sinbad en Allemagne, des films de cap et d'épée qui prolongeaient son image héroïque. Il collabora aussi avec Disney sur The Prince and the Poppy, un téléfilm en 3 parties tourné en Angleterre, où il joua Sir Miles en donc point avant Zorro. Guy avait guesté dans State Trooper comme Vince Bredon dans No Fancy Cowboy, et dans Men of Annapolis comme Steve Clay. Ses rôles mineurs renforcèrent sa réputation de polyvalent. Le succès de Zorro le catapulta, mais il en paya le prix avec le typecasting. En 1964, il apparut brièvement dans Bonanza comme Will Cartwright, neveu de Ben, prévu pour remplacer Pernell Roberts. Mais les fans lancèrent une campagne de lettres pour retenir Roberts, qui resta une saison de plus, où il fut évincé après 5 épisodes. Cela démontra la loyauté des fans mais frustra Guy, qui cherchait à diversifier. Zorro resta son rôle signature, avec des rediffusions mondiales générant des royalties. Guy rappelait au Bristol Daily Courier en 1965, les yachts en Méditerranée en font partie, et cela ne me dérange pas que Zorro soit diffusé dans le monde entier en rediffusion. Ces chèques de droits résiduels peuvent être très réconfortants. Mark Kussman, auteur de livres sur Lost in Space, note, passé de Zorro à quelques films de cap et d'épée, il était évident qu'il était catalogué. Williams en aurait été conscient, ce n'était pas quelqu'un qui se plaignait, mais il cherchait des opportunités pour diversifier. Le triomphe de Zorro ne fut pas seulement commercial, il façonna l'image du héros masqué, influençant des séries comme Batman. Guy, avec son charisme, incarna l'idéal du justicier élégant, laissant un legs durable dans l'histoire de la TV. Après Zorro, Guy Williams embrassa la science-fiction avec Lost in Space, une série inspirée du roman Le Robinson suisse de 1812, mais transposée dans l'espace. Il y joua le professeur John Robinson, astrophysicien et géologue menant une mission vers Alpha Centauri à bord du Jupiter 2, avec sa femme Maureen, célèbre pour la scie, leurs enfants Judy, Penny et Will, le majordome West, et le robot, voix de Dick Tufelt, corps de Bob May. Un saboteur clandestin, le docteur Zachary Smith, dévia le vaisseau, laissant l'équipage perdu dans l'espace, explorant planète après planète. Pour Guy, ce rôle offrait une échappatoire au typecasting. Son interprétation du professeur Robinson montrait sa polyvalence, lui permettant d'explorer un genre et une dynamique différents. Le postulat initial tournait autour des manipulations de Smith, mais à mi-saison 1, la série pivota vers le trio Smith-Will-Robot, marginalisant les autres. Geoffrey Marc observe, une chose étrange se produit à mi-chemin de la première saison où chaque personnage est marginalisé, et la série devient centrée sur le docteur Smith, Will Robinson et le robot. Tout le monde avait en gros 3 répliques par épisode. Cela impacta Guy, habitué aux rôles principaux. Marc ajoute, pour lui, être engagé comme l'homme principal d'une série où il est presque une partie du décor est un gaspillage. Les producteurs, influencés par le courrier des fans préférant les éléments comiques, et CBS poussant pour un ton plus léger en raison de l'horaire précoce, orientèrent la série. Irwin Allen permit à Harris d'embrasser l'humour, rendant Smith moins menaçant. Guy n'apprécia pas cette direction mais ne se plaignit pas publiquement, confiant ses préoccupations à Allen,
qui lui offrit des épisodes centrés sur Robinson. Kussman note: grâce à mes recherches, j'ai découvert que CBS a joué un rôle significatif en orientant Irwin Allen vers un ton plus léger. Irwin a permis à Jonathan Harris d'embrasser les aspects comiques. La série produisit 83 épisodes, 84 au total, mais un non diffusé, mélangeant aventure, SF et humour campy. Guy, investissant ses gains, resta détaché, alors qu'il ne livrait que 3 répliques par semaine dans Lost in Space, il était occupé à faire fructifier son argent. Avant Lost in Space, Guy tourna en Europe, Damon and Pythia en Italie et Captain Sinbad en Allemagne. Se remémorant, il dit au Bristol Daily Courier: quand The Prince and the Poppy fut terminé, j'ai pensé, pourquoi rentrer tout de suite? Donc ma famille et moi sommes restés là-bas, et j'ai manqué toute la saison des pilotes TV. Je voulais une autre série parce que cela s'inscrit dans mon plan maître. Ces films renforcèrent son image d'aventurier, mais il cherchait la stabilité d'une série. Post-Lost in Space, déçu par l'absence d'offres en 1969, Guy se retira pour profiter de sa richesse des investissements et du marché boursier. Marc commente: par le temps que Lost in Space s'est terminé en 1968, il était un homme très riche. Il n'avait plus besoin de travailler. Cela contrastait avec des acteurs ruinés. Guy était charmant dans son attitude détachée. La série influença la SF-TV, avec des effets spéciaux innovants pour l'époque, comme le robot criant Danger, Will Robinson. Elle explora thèmes familiaux dans l'inconnu cosmique, Robinson comme figure paternelle stable. Guy apporta gravita, contrastant avec l'humour de Smith. Malgré le pivot comique, épisodes comme The Antimatter Man mirent en valeur son talent dramatique. La production fut chaotique, budget serré, script réécrit, mais l'alchimie du cast perdura. Guy, marié à Janice de 1948 à 1983, intégra sa vie familiale, ses enfants visitant les plateaux. Lost in Space marqua la fin de sa carrière hollywoodienne, mais pas sans legs, rediffusion et un reboot Netflix en 2018. Guy réfléchit à sa polyvalence, des westerns à la SF, prouvant qu'il n'était pas qu'un héros masqué. Lorsque Lost in Space s'acheva en 1968, l'enthousiasme de Guy pour Hollywood diminua. Riche grâce à ses investissements, il visita l'Argentine en 1973, surpris par l'admiration pour Zorro. Invité par le journaliste Leonardo Gleze, il atterrit à Ezeiza le 1er avril, accueilli par des milliers. Il apparut en Zorro sur Channel 13, Fencing dans Téléshow avec Victor Suero et Porcelandia avec Fernando Lupiz, atteignant 90 points de rating. En juillet, 50 000 fans l'accueillirent avec Janice, il dîna sur le Rio de la Plata, apprit le tango à la boca, essaya le mat, savoura l'asado, visita écoles et hôpitaux, apparut chez Myrta Legrand. En décembre 1974, visite incognito. En 1979, post-séparation de Janice, il produisit des shows avec Lupiz comme Captain Monasterio, tournant dans des cirques sud-américains comme Circo Real Madrid, promouvant sur Patolandia et El Capitan Piluso. Un film El Zorro issu Ijo en 1977 avec Lupiz fut abandonné après altération. Guy s'installa à Recolta, Buenos Aires, fin 1970, amenant Henri Calvin. En 1982, il offrit ses services comme ambulancier pour l'armée argentine durant la guerre des Malouines via l'ambassade US, mais ne fut pas appelé. Il plaisanta, l'Argentine a manqué Zorro combattant pour les Malouines. En 1983, il revint aux US pour Family Feu avec le cast de Lost in Space contre d'autres séries, et Good Morning America. Pourquoi l'Argentine? Kussman, c'est une question sans réponse définitive. Les répercussions de Lost in Space avaient terni sa réputation? Le voyage fut déclenché par une invitation à apparaître en Zorro, l'accueil stupéfait l'incita à prolonger. Il y trouva reconnaissance, débouchés créatifs et tranquillité, participant à des performances Zorro. Séparé de Janice, 1948 à 1983, avec 2 enfants acteurs, il vécut épanoui. Tragiquement, Guy disparut en 1989. Son corps fut trouvé le 6 mai dans son appartement de Recolta, mort d'un anévrisme cérébral le 30 avril, à 65 ans. Ses cendres restèrent au cimetière de la Société des acteurs argentins à la Chacarita 2 ans, puis dispersées sur le Pacifique à Malibu et dans les montagnes californiennes en 1991 par son fils Steven. Son héritage perdure. Induction au Bronx Walk of Fame, étoile au Hollywood Walk of Fame, banc à Central Park, plaque à mission sans Louis Ray, Disney Legend. Livres comme The Zorro Television Companion et Guy Williams,
The Man Behind the Mask et Tales of Zorro avec intro de son fils et postface d'Isabelle Allende. Geoffrey réfléchit, c'est remarquable pour quelqu'un dont la carrière a culminé à la TV de rester si mémoré au XXIe siècle. Guy choisit de se retirer, rendant son décès prématuré poignant. Ses rôles en Zorro et Robinson assurent sa place chérie. Quels sont vos souvenirs? Partagez en commentaire, likez, abonnez-vous. À bientôt.